Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle Windows, mise à jour et Xbox. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mars 2020 et c'est l'épisode 178 de Lifestyle. En cette période de confinement, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur le flux RSS si vous avez du temps à perdre ou du temps à passer. Donc pour ça, vous allez sur podcast.lifestyle.fr et vous retrouverez tout le flux RSS. Alors podcast sans S à la fin. Si jamais vous préférez la vidéo, il y a la chaîne YouTube qui est accessible à l'adresse youtube.lifestyle.fr et vous avez la possibilité de retrouver nos 3 playlists. Première playlist, bien sûr, les épisodes en vidéo, mais vous aurez surtout, Florian, la possibilité de réécouter la M-Story, l'histoire de Microsoft, de sa création, voire même un petit peu avant, jusqu'à nos jours. Bon, pour l'instant, on est à l'année 2000-2001. Voilà, et puis vous avez la 3e chaîne qui est la chaîne des tutos Lifestyle, donc plein de petits trucs et astuces pour mieux utiliser votre ordinateur. Sinon, si vous voulez taper sur votre clavier, vous avez la possibilité de nous rejoindre sur le Slack. Le Slack, c'est l'endroit où l'on échange entre tous les camarades de l'association et puis toutes les personnes qui écoutaient Lifestyle. Donc là, pour nous rejoindre, il faut écrire un petit mail à contact@lifestyle.fr. Et puis Florian, maintenant que tu as un petit peu de temps, tu pourras faire rentrer les gens assez rapidement. Oui, Allez, ça va aller vite. Ils sont là ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Florian. Salut Florian. Salut, ça va? J'ai raté mon unmute, désolé. Eh oui, c'est pas grave. Et à côté de toi, on a celui qui n'a toujours pas de webcam, qui a raté l'épisode du confinement pour en trouver une. C'est Cassim. Salut Cassim. Salut à tous. Oui, si j'avais une belle webcam, vous verriez mon front tout rouge à cause de ma séance de réalité virtuelle qui m'a laissé une marque. Mon casque m'a laissé une marque. D'accord. Ok. Bon, eh bien, chers amis, je vous propose d'enchaîner avec deux grosses parties de dossiers aujourd'hui. Un premier dossier Windows, un dossier suivant qui sera plus jeux vidéo Xbox. Et puis, sans plus attendre, c'est parti, le premier dossier. Alors, pour commencer, je vous propose, moi, de retrouver un petit peu d'actualité Windows. Cette fois-ci, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vraiment parlé. Il y a une semaine, chez Microsoft, on a annoncé que enfin le milliard de licences actives de Windows 10 avait été atteint. Donc, on a 1 milliard de Windows 10 qui tournent au moins de par le monde. Je crois que Microsoft avait annoncé que ça devait arriver pour 2018 quand ils ont sorti Windows 10. Non, c'était un petit peu leur objectif. Non, Florian? Oui, mais à l'époque, il y avait des téléphones, tout ça en plus, donc maintenant, il y a un petit peu moins d'appareils, malheureusement, donc ça se tient. D'accord. Donc toi, tu t'excuses le retard. Oui, bon. Après, est-ce que c'était vraiment important d'en arriver aussi vite, hein? Je veux dire, on voit bien si on regarde les statistiques que Windows 10 est passé au-dessus de Windows 7, donc bon, à partir de ce moment-là, ça devient le reste de base de Microsoft. Et pardon. Et je pense que l'objectif est atteint. Le but, c'était de faire de Windows 7 un nouveau Windows XP qui resterait là des années après, jusqu'à la fin de son support et même après. Et je pense que l'objectif est atteint. On voit bien que là, les gens passent petit à petit sur Windows 10 et que les autres versions disparaissent. Donc après, que ça n'a pas été aussi vite qu'ils espéraient, je pense que c'est pas vraiment un problème. D'accord. Ok, merci Florian. Cassim, tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais je suis assez d'accord. Bon, oui, ils sont en retard sur l'objectif de base. C'est un fait, c'est indéniable. Mais c'est un score qui est important d'atteindre. 1 milliard d'utilisateurs, c'est vraiment pas rien. Enfin, c'est 1 milliard d'appareils, c'est pas rien du tout. Et c'est vraiment un marqueur important, en particulier pour les grosses boîtes comme ça. Il y avait Facebook qui avait atteint 1 milliard d'utilisateurs aussi. Enfin voilà, un certain nombre de services comme ça qui ont atteint ce cap-là. C'est important pour un OS de l'atteindre. Ça veut dire 1 milliard d'appareils potentiellement qui vont pouvoir continuer à être mis à jour à chaque fois qu'ils proposeront une mise à jour pour Windows 10.
Alors, c'était pas vraiment cette information qui était importante, c'est que à la sortie de cette information, on a Panos Panay qui a publié une petite vidéo réalisée par Microsoft, une vidéo qui reprend un petit peu les interfaces du premier Windows jusqu'à maintenant, même jusqu'à demain, j'aurais envie de dire. Et puis cette vidéo, je vais vous la faire tourner, ceux qui nous regardaient sur la chaîne YouTube, je vais vous mettre, hop, la vidéo en partage. Par contre, peut-être que, hop, j'y coupe le son. Et vous allez pouvoir admirer cette petite vidéo. Alors la qualité n'est pas géniale parce que bien sûr Panos Panay a diffusé ça sur Instagram et on n'a pas la meilleure des définitions. Mais ce qui est intéressant, alors à l'écran vous pouvez voir les nouvelles icônes. Cassim et Florian d'ailleurs, moi je ne sais pas parce que ces nouvelles icônes qu'on retrouve dans Windows 10, moi je les ai depuis plusieurs semaines déjà, mais je suis en insider release preview. Je me demandais est-ce que les personnes qui sont insiders qui ne sont pas insiders, pardon, ont déjà ces nouvelles icônes. Oui, une bonne partie sont déjà dans la version standard. Je sais que Météo y est, par exemple. Je crois que Courrier. Movian TV aussi. Pas toutes, mais une bonne partie a déjà été déployée, je pense. Je pense que Cassim peut confirmer. Oui, le courrier, MSN Météo, tu le disais, Microsoft Edge évidemment, puisque quand tu l'installes, il y a forcément la nouvelle icône. Oui, évidemment. Alarme et horloge, un certain nombre d'applications ont déjà été migrées vers les nouvelles icônes, mais c'est pas le plus important de la vidéo. Non, parce que l'important de la vidéo, alors c'était juste, Florian, je me permets de te couper pour enchaîner avec ce que disait Cassim, c'est qu'on voit à la fin de la vidéo une nouvelle interface de Windows 10. Pas l'interface que l'on connaissait à la sortie de Windows 10, mais cette interface-là. Alors, on a quelque chose d'un petit peu nouveau. Est-ce que vous voulez en parler, Cassim ou Florian? Peut-être Florian pour commencer. Oui, ce qui est nouveau, c'est qu'on perd cette histoire principalement de couleur d'accentuation pour avoir des tuiles qui sont vraiment d'une couleur blanche pour le thème blanc et noir pour le thème sombre. Mais pour moi, le grand point là-dessus, c'est qu'il reste des tuiles, des lifesteals. On voit que les tuiles restent dynamiques. On voit par exemple sur la vidéo que la tuile courrier continue d'envoyer les notifications, le météo continue d'envoyer la météo. Les photos sont toujours là sur la tuile photo. Et pour moi, ça c'est quand même un grand... c'est quelque chose de quand même d'assez fort parce que ça fait 2 ans qu'on dit que les tuiles vont disparaître. Et là, on se dit que peut-être que finalement, elles vont évoluer, mais qu'elles ne vont pas complètement disparaître. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif. Moi, j'avais peur que les tuiles disparaissent. Je ne sais pas ce que vous en pensiez, vous, mais... Oui, c'est clairement le chemin qu'avait pris Microsoft avec la présentation de Windows 10 X, notamment, qui il n'y en avait plus, oui. Qui n'a plus de tuiles dynamiques. Je crois que l'interface de la Xbox, maintenant, elle n'en a plus ou quasiment plus. Donc, c'est un élément qui a assez disparu chez Microsoft. Et on sait qu'en interne, ils l'avaient avoué eux-mêmes que c'était en réflexion de ne pas savoir si ça allait... s'ils allaient abandonner ou pas ces tuiles dynamiques ou s'ils allaient les conserver. En tout cas, cette vidéo, oui, elle est assez courte, mais elle montre beaucoup d'éléments nouveaux en termes de graphisme, malheureusement sans dire si ça arrivera un jour ou quand. On espère que c'est pour teaser une version future de Windows, mais on voit un nouveau menu contextuel, on vient de le voir à l'écran à l'instant pour ceux qui ont la vidéo. On voit un nouvel explorateur de fichiers, on voit une nouvelle version de plusieurs applications. Donc c'est quelque chose d'assez... et surtout, on voit une interface qui est uniforme. Ça, faut pas rêver, je pense. Voilà, je sais pas. Tu vois, on avait vu déjà des interfaces un petit peu comme ça qui étaient arrivées avec des builds d'essai. Et au début, j'avais trouvé ça moche. Mais finalement, là, ce qu'on voit dans cette vidéo, je trouve ça plutôt cohérent. Et je trouve que ça a de la gueule en fait. Puis même le thème clair, je le trouve pas si mal que ça, tu vois. Je pensais à toi Florian, puis moi aussi j'aime bien le thème sombre, mais là je me dis le thème clair, il a un côté un petit peu classe quand même, qui est loin d'être désagréable. Et le fait de garder au moins quelques tuiles dynamiques, quelques lifestyle, ça permet de garder quand même quelques fonctionnalités sympas parce que pour les mails, voilà, tu peux savoir combien tu as de mails, quelles sont les dernières personnes qui t'ont écrit. La météo, pareil, tu n'as pas forcément besoin de lancer ton application pour juste savoir si cet après-midi, il va faire beau, s'il va faire mauvais, quelle température il va faire, quoi. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils aient gardé tout ça. Et c'était une remarque que j'avais fait lorsqu'on a fait le petit épisode sur Windows 10 X il y a quelques semaines. C'était que lorsque tu poses ton appareil, finalement, tu n'as pas vraiment de page sur laquelle tu le mets. En fait, tu restes sur une application ouverte, ou bien tu verrouilles l'appareil, mais
je disais qu'on n'a pas vraiment d'affichage de notifications, des notifications qui sont arrivées pendant que tu n'étais pas là. Et je me disais que finalement, les tuiles auraient vraiment, pour moi, leur place sur Windows 10 X. Je pense qu'ils ne les ont pas mis parce qu'ils ont peur que les gens disent que ce soit à nouveau Windows Phone ou je sais pas quoi. Mais pour moi, elles ont tout à fait leur place là. Ben, Même je encore suis plus d'accord avec toi, oui. il démarrait de Windows 10 classique. Mais... Je trouve en plus cette vidéo, elle a déjà un petit peu la touche de Panos Panay quand même, qui a repris du coup la division Windows. Parce qu'elle met en avant à la fois donc, Windows 10 effectivement et puis l'histoire de Microsoft, mais surtout on voit plusieurs produits Surface, on voit l'adaptive controller de la Xbox, Ouais, et bien sûr. il y a une sorte de cohérence entre ce que fait Windows et ce que font les équipes matérielles de Microsoft. On aurait presque pu montrer la Xbox Series X finalement dans cette vidéo. Il y a vraiment Peut-être son interface, ouais. Ouais. et peut-être son interface, il y a quelque chose de cohérent vraiment entre le matériel et le logiciel. Et en tout cas, je trouve que c'est pas un hasard, j'ai l'impression, si elle a été publiée cette vidéo sur le compte de Panos Panay, quoi. Même les couleurs d'accentuation qui changent avec les claviers de Surface qu'ils mettent Ouais. sur la vidéo. Non, mais voilà, on Enfin, sent tu qu'il y a dis plein de trucs comme ça, et ça, c'est ce qui était. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les Lumia, on avait ça. Si on avait un Lumia en magenta, on avait le thème magenta par défaut qui était sur le téléphone, dans la ROM. Et je me demande s'ils vont pas faire la même chose avec les surfaces, par exemple. On pourrait imaginer que si tu achètes. Ah bah non, le clavier n'est pas vendu avec. C'est... Ça casse mon plan parfait. Non, mais un Surface Laptop, t'achètes un Surface Laptop noir et t'as le thème sombre par défaut. Voilà, oui, peut-être dans ce cas-là. Gris, voilà. Non, bah, bon, là c'est de l'ordre du détail, mais ça montre qu'ils essaient de réfléchir de bout en bout la chose. Bon, après, voilà, ça reste une petite vidéo de teaser. J'aimerais bien qu'ils en disent plus, plus concrètement. Ça, c'est le Windows 10 qui arrivera dans l'année un an. prochaine, 2021, ouais, pour la mise à jour 21H1 par exemple. C'est ça. Une remarque que j'ai là-dessus, une dernière petite remarque, c'est l'écran de verrouillage. La police utilisée, ça a l'air d'être exactement la même que celle qui est utilisée sur le Microsoft Launcher. Mais je me demande si c'est plus la même qu'actuellement, donc. Je sais pas. Parce que pour moi, clairement, si je vois l'écran de verrouillage, c'est l'écran de verrouillage que tu as sur le Microsoft Launcher, c'est le même. Enfin, c'est la même police que tu as, pour l'heure sur le Microsoft Launcher. J'ai pas l'œil pour reconnaître la police d'écriture de l'écran de verrouillage, je t'avoue. Mais moi, je vois que c'est plus la même du tout. Je vois que c'est celle qu'on j'ai sur mon téléphone Android, celle-là. Je vois que c'est pas celle qui est sur le PC actuellement. Mais c'est logique, hein. Le Microsoft Launcher, en ce moment, il est en train d'être travaillé pour que l'interface soit la même entre le Surface Duo, qui a le Microsoft Launcher et qui est sous Android, et le Surface Neo, qui est sous Windows 10X. Quelque chose que j'ai également remarqué dans la vidéo, c'est, vous avez vu, quand il lance Edge, ça se rescale vraiment parfaitement. Bon, j'imagine que c'est pour les. Oui, c'est peut-être un petit peu à ce point-là, ce serait beau, mais. Là, tu pousses un peu le truc, mais déjà, si on pouvait avoir l'interface cohérente et le nouvel explorateur de fichiers, ce serait déjà bien. Oui. Ok, bon. Alors, je vous propose, moi, de laisser Windows 10 finalement, et puis ses possibles évolutions, et de revenir à quelque chose. Juste oui. Avant de finir. L'explorateur de fichiers, ça m'a l'air d'être celui qu'on a dans Windows 10 X, non? Peut-être. C'est trop tôt pour le dire. Il lui ressemble beaucoup dans les photos. Enfin, on verra bien. Ok, Florian, me permets-tu de passer à la suite? Non. Non, bah alors je prends quand même le droit de passer à la suite. Allez, hop, on laisse cette vidéo de Panos Panay qui nous montrait cette évolution de Windows. Et on va parler de mise à jour. Alors, il semblerait qu'actuellement, je ne sais pas du tout pourquoi, les réseaux Internet soient légèrement saturés et qu'il y ait besoin de bandes passantes. Alors, je n'ai pas du tout d'idée de pourquoi. C'est ma faute, en fait. Ouais, d'accord, c'est toi qui es avec ton... Ouais. Non, mais je crois que tes 13 Tera de stockage, c'est pas un problème. Non, alors Microsoft a annoncé qu'ils allaient suspendre toutes les mises à jour. Alors, quelle mise à jour, peut-être on va pouvoir en discuter, pour combien de temps et pour quelles raisons. Cassim, Florian, moi je compte sur vous pour m'éclairer sur ce point-là parce que j'ai pas tout suivi, j'avais d'autres obligations et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Est-ce que mon Windows va être non sécure? Qu'est-ce qu'il en est, Florian? Oh bah c'est juste que Microsoft ne veut pas surcharger les réseaux et éventuellement, encore pire, avoir une mise à jour qui merde où il faudrait rollback les PC. Ils disent que c'est pas le moment d'avoir le PC de qui que ce soit en RAD. Donc ils ont décidé de décaler toutes les mises à jour non essentielles jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que la crise actuelle soit passée. Donc après, je dois te dire que j'ai pas vu exactement quel type de mise à jour était vraiment concerné. Ils doivent l'avoir annoncé. Mais je pense que déjà ça veut dire que la prochaine version de Windows qui devait arriver, la version 20H1 2004, donc, qui devait arriver en avril, donc très bientôt,
Elle est finalisée depuis un bon moment. Je pense que celle-là, ils vont pas ouvrir les vannes, ils vont pas la diffuser pendant un bon moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est assez peu vraisemblable qu'ils la sortent. Et également, il faudra voir ce qu'ils vont faire avec les mises à jour cumulatives tous les mois. Est-ce qu'ils vont vraiment les continuer de les pusher ou pas? Je ne sais pas non plus. Parce que je comprends, non, ils vont faire vraiment le minimum. Et même s'il y en a une, elle sera proposée de façon optionnelle. Il ne forcera pas, le PC ne sera pas redémarrer. C'était comme ça que j'ai compris l'info. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi. Bah alors, Cassim, toi, qu'est-ce que tu as compris là-dessus? J'ai compris qu'ils vont filtrer un certain nombre un certain nombre de mises à jour, effectivement. Donc, tu as la mise à jour, le patch Tuesday, comme on connaissait à l'époque. Lui, il va rester, si j'ai bien compris, donc au moins une mise à jour chaque mois, au moins. Mais par contre, toutes les autres mises à jour qu'il y avait dans le mois, notamment, il y avait des mises à jour la 3e et la 4e semaine du mois, où Microsoft mettait quelques corrections de bugs. C'était des mises à jour assez mineures, hein, mais quelques corrections de bugs, quelques corrections de failles de sécurité. Bah, ces mises à jour-là, par contre, elles vont sauter, elles seront reportées, je pense, au mois suivant, de sorte vraiment qu'il n'y ait plus qu'une seule, au maximum qu'une seule mise à jour chaque mois de l'OS. Et après, je pense comme Florian que une mise à jour plus importante comme 20H1, donc la prochaine mise à jour entre guillemets majeure de Windows 10. Je sais, dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr qu'il la publie comme ça en déploiement. On verra. Ça, c'est une situation qui évolue un peu au jour le jour, hein, mais j'ai pas l'impression qu'ils la publieront telle quelle. Surtout pour des nouveautés qui, je les ai plus toutes en tête, mais il me semble qu'il n'y a pas des nouveautés révolutionnaires qui seraient urgentes de proposer aux utilisateurs de Windows pour les 10. devs, le Windows Subsystem pour Linux 2 éventuellement, qui est bien, mais c'est pour les devs, ils peuvent le faire eux-mêmes s'ils veulent, donc bon, ils peuvent le Oui, faire. voilà, c'est pas. S'ils vivaient jusqu'à présent avec l'ancienne version de Windows 10, ils peuvent vivre avec l'ancienne version de Windows 10 pendant 2 mois de plus ou 3 mois. Oh, j'ai une nouvelle icône Excel qui vient d'apparaître il y a 5 secondes. Voilà. Les jeux du direct. Merci Florian. Tu nous feras une petite capture d'écran comme Florian et les icônes. C'est ça. Il est pire que moi. Je pense, oui, je pense. Ok. Est-ce qu'on a des nouvelles par contre? Bon, j'imagine qu'à l'époque, enfin, au moment où les confinements dans les différents pays seront levés, au moment où le télétravail sera derrière nous, on peut imaginer qu'on est en retour aux mises à jour régulières, habituelles. Oui, je pense. Ok. Bon, eh ben, donc là-dessus, on va quitter ces mises à jour. Par contre, Florian, il me semble que tu voulais parler de Skype qui perdait sa version UWP, non? Oui, c'était un petit truc qui est arrivé la semaine dernière. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus exactement quand, Skype avait revu son fonctionnement pour avoir une seule application pour tous les systèmes. Cette application était en React Native, en React, pardon, et donc en technologie web. Et donc ça permettait d'avoir un seul code pour tous les OS. Sur Windows, c'était du React Native, donc React qui était compilé nativement en UWP. Sur Android, c'est du React Native pour Android. Sur iOS, pareil, React Native pour iOS. Sur la version bureau, c'était du React qui tournait dans Chromium, dans une app Electron, dans une app web, un peu lourde malheureusement par rapport aux autres, mais qui fonctionnait quand même. Et depuis 2 mois, ils ne mettaient plus à jour la version UWP. Toutes les autres versions avaient toujours leur mise à jour en même temps lorsqu'il y avait une nouvelle match de Skype, mais la version UWP pour le Windows Store n'avançait plus. Et là, la semaine dernière, ils ont poussé une mise à jour sur le Windows Store qui remplace l'UWP par la même application Electron qu'on avait déjà pour Windows Bureau, pour les applications de bureau, pour le bureau, pour le Mac, pour Linux. Donc la version UWP a complètement été remplacée par l'application Bureau. Donc c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de Skype, mais voilà, encore un gros changement. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on perd quand même beaucoup de fonctionnalités que l'application UWP a amenées. Par exemple, c'est une app Electron maintenant, elle se met plus en pause. Lorsque tu fermes l'application, elle reste ouverte comme une app bureau classique. Il faut qu'elle soit ouverte pour recevoir les notifications. Avant, la UWP, elle pouvait être fermée, mise en pause, elle recevait seulement une notification. Quand tu cliquais, elle se rouvrait. Vous voyez, comme une app, une phone, comme une app mobile un peu classique. Ouais. Bah, quelque chose de pratique, quoi. Voilà. On perd également toutes les intégrations à l'OS. Il n'y a plus d'intégration à l'application People, à My People. Il n'y a plus de. Attends, j'ai fait de toute façon, ça va être supprimé, ça. Ça s'intègre plus. Ça arrive même plus à détecter le compte Microsoft du PC que tu utilises en ce moment. Donc, il faut que tu rentres ton compte à la main, tu utilises sa double authentification. Là, tu as la barre de titre, elle n'est plus WP, donc c'est une grise toute moche comme on avait avant. Il n'y a plus de synchronisation des contacts avec Outlook.
On peut plus répondre directement dans les notifications. Bref, on peut plus partager à Skype avec le bouton partager depuis notre app. Il n'y a plus rien tout ce qui était UWP, il n'y a plus rien. C'est devenu une app bureau classique fermée comme il y a 10 ans. Et Alors, faut sur voir ce le qu'ils vont faire avec chat, ça. on nous dit, Florian, sur le chat, on nous dit qu'à l'époque du WP, tu disais pas le contraire, qu'on perdait des trucs à cause des versions UWP de l'application. Bah, Je ne fais que si, ils relire les avaient ce qui est dans remis le chat. doucement au fil des années. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on recommence à zéro à partir d'une nouvelle application. C'est un peu. Donc, pour résumer, le départ de Peter Skillman a reporté un gros coup de frein Ouais. au développement Bah, de en Skype, fait, en tout cas ça me paraît assez UWP. bizarre parce que j'ai l'impression que Microsoft les était à fond dans React Native. Ils disaient oh, vous allez faire du React Native sous Windows, on a intégré ça dans UWP, ça va être super pour faire des apps multiplateformes, tout ça. Et puis finalement, bah non, on fait de l'Electron maintenant, ça va. C'est bizarre. Je sais pas trop. Je sais pas trop Où quel ils est le veulent but, aller. en fait. C'est- Bon. Et je me demande ce que ça veut dire pour Xbox, parce que l'Electron, ça tournera pas sur Xbox. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire de l'app Skype pour Xbox. Alors là, ça c'est. Le Kinect étant un peu derrière eux, je pense que c'est pas vraiment leur priorité. Ouais, ils s'en foutent, je pense. Je pense que. L'app C'est- Skype pour Xbox, là, c'est un peu le cadet de leur souci, je pense. Ouais, mais ça fait un peu con, je trouve, de pas avoir l'application de messagerie de Microsoft sur leur console. Mais bon, enfin. C'est clair. Voilà. Ça, quand même, c'est bête. Bon, allez, moi je vous propose de refermer cette partie Windows et d'aller jouer un petit peu. Alors pour commencer, vous avez peut-être entendu parler d'un jeu là qui va sortir normalement, qui était prévu pour le mois prochain, mais je ne sais pas si la date de sortie va être maintenue. C'était Half-Life Alyx, si je dis pas de bêtises, Cassim. Il est sorti, ouais, c'est bon. Il est sorti déjà? Ouais. Ah pardon, je croyais que c'était au mois d'avril. Non, c'était là, c'était lundi. D'accord, ah ben donc C'est tout frais. C'est tout frais. Bon, ben pour ce jeu, Cassim, je crois qu'on est obligé d'avoir un casque de réalité virtuelle pour y jouer. Il a été conçu comme ça, donc avec un casque de réalité virtuelle. Tu confirmes bien cette information? Je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Il a été Et- complètement conçu pour ça. Voilà. Et donc, le problème, c'est que sur Windows, en tout cas, les casques de réalité virtuelle, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis dernièrement. Et il semblerait que HP ait mis un petit peu... se soit mis au boulot et nous propose d'ici peu un casque qui sorte. Et ce casque serait conçu avec Valve, donc l'éditeur de Half-Life Alyx, et avec Microsoft. Donc on pourrait penser à un appareil qui fonctionne bien, non, Cassim? Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui, alors c'est très mystérieux. On n'a vraiment quasiment aucune information sur le casque en lui-même, mais ils ont teasé le jour de la sortie d'Half-Life Alyx, donc c'est pas un hasard. En même temps, Half-Life Alyx, c'est justement le sorte de titre champion, fleuron un peu de la réalité virtuelle, porte-étendard, qui doit vraiment essayer de démocratiser un peu cette technologie. Et donc HP donc, a publié une courte vidéo le même jour que la sortie d'Half-Life Alyx, où ils annoncent l'arrivée d'un casque, je cite, sans concession ou sans compromis, un casque de réalité virtuelle développé avec Valve et Microsoft. Donc sans vraiment plus de détails, on voit à peine les contours du casque sur leur site officiel, et avec simplement un coming soon, donc on se... voilà, sans vraiment plus d'informations. Quand tu regardes l'URL du site mis en ligne par HP, tu vois que le casque s'appellera le Reverb G2, ce qui, ok, et dit pas grand chose parce que leur première génération c'était le Reverb, et donc là c'est G2 pour deuxième génération. Une fois que tu as dit ça, tu as un peu fait le tour. C'est ça. Et donc le seul élément que je trouvais intéressant aussi à mentionner, c'est le fait que c'est bien un partenariat avec Microsoft et pas avec Xbox. C'est-à-dire que on est bien dans la partie Windows 10, Windows Mixed Reality, et pas du tout dans la partie Xbox. C'est pas Microsoft va pas d'un coup se mettre à la réalité virtuelle sur console ou dans le gaming. C'est toujours leur solution. Alors juste pour rappeler ce que tu sous-entends, Cassim, c'est que Phil Spencer, le responsable de la division Xbox, s'est exprimé plusieurs fois sur la réalité virtuelle et les consoles Xbox, et à chaque fois il est très clair. Pour l'instant, il n'est pas question de réalité virtuelle sur la Xbox. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Alors que la PlayStation propose de son côté un casque de réalité virtuelle. Donc pour l'instant, il y a cette séparation-là, quoi. Et ça reste l'exclusivité de Windows, du coup, dans le monde Microsoft. Bon. Donc on va laisser ce casque chez HP. On va attendre qu'ils nous le sortent en version
officielle et définitive. Et par contre, maintenant, Cassim, là, tu vas avoir quand même pas mal de boulot parce qu'au dernier enregistrement, au 177, on avait fait un point de mise à jour sur les nouvelles informations qui arrivaient à propos de la Xbox Series X. Donc, on vous le rappelle, la nouvelle ou les deux nouvelles consoles qui sortent à la fin de l'année chez Microsoft. Alors, depuis, il y a eu quand même pas mal de petites informations qui ont été, comment dire, enfin, qui n'ont pas fuité, mais qui ont été données quand même pour qu'on en sache un petit peu plus. Alors, Cassim, moi, je te propose de nous refaire un petit point des nouveautés. Je pense que le détail, on n'a peut-être pas besoin de reprendre tout ce qu'on avait déjà dit au dernier épisode, mais de revoir ce qui a changé depuis, ce que l'on sait en plus. Oui, on va pas refaire le point sur la console. Il y a plein d'éléments qui avaient déjà été annoncés par Microsoft. On va pas repartir dessus. Là, ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, il y aurait dû avoir la Game Developer Conference la semaine dernière. Sauf que du coup, ça a été repoussé, mais ça n'a pas empêché Microsoft et Sony d'annoncer des choses sur leur prochaine console. Oui. Et donc, dans le cas de Microsoft, ils ont tout simplement proposé à deux sites. Alors, eux, ils ont balancé plein d'informations sur leur blog officiel. Et puis, en plus, ils ont proposé à deux sites, un YouTuber dont j'ai oublié le nom et le site Digital Foundry, qui fait vraiment référence dans le domaine. Jeux vidéo. Tout ça, de jeux vidéo et même de jeux vidéo sur l'aspect technique. Et donc, ils les ont invités chez Microsoft avant le confinement. Et ils leur ont montré la Xbox. Donc, on a vraiment des images très, très détaillées de la console. On a même des images de l'intérieur, de la façon dont ça a été conçu, de pas mal d'éléments comme ça. Et donc, on peut donner plein de nouvelles informations, notamment, première chose, c'est ce fameux port externe, en tout cas la connectique qui est à l'arrière de la console, qui est aujourd'hui qui est définitive. On avait des fuites probables, maintenant on a quelque chose de définitif. Donc, pour faire rapidement le tour, on a d'abord le port d'alimentation qui est important parce que ça veut dire que l'alimentation elle est intégrée à la console et qu'on a juste besoin d'un petit câble, juste le câble en forme de 8 un peu classique que vous avez pour plein de petits appareils high-tech. C'est ça, comme un vieux transistor. C'est ça. Par exemple. Plein d'appareils sont compatibles avec ça. On a un port Ethernet RJ45, deux ports USB classiques, un port HDMI, une sortie HDMI. On n'a pas d'entrée HDMI, ça a été confirmé. Et on a SNIF, et on n'a plus de sortie audio optique, SPDIF. Donc ça, c'est aussi exit. Il n'y a vraiment que le HDMI maintenant pour sortir de la vidéo et de l'audio. Alors juste par contre, quand tu parles du HDMI, on peut quand même donner une petite précision. C'est pas n'importe quelle norme de HDMI. Sur les télés ordinaires, enfin sur un lecteur Blu-ray, un truc comme ça, vous avez du HDMI 1.4. Là, on est sur du HDMI 2.1, si je dis pas de bêtises, Cassim. C'est du HDMI qui a une très 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 faible latence. Normalement, même la Xbox sera vendue avec un câble HDMI particulier pour vraiment avoir le meilleur possible. Et donc, c'est quand même des câbles où normalement, on peut sortir beaucoup de data dedans. C'est ça. Il y a vraiment eu un débit qui a explosé. Tu parlais de le HDMI 1.4, c'était un débit de 10 gigabits seconde à peu près. Là, on passe à un débit de 48 gigabits seconde, donc ça n'a plus rien à voir. Pourquoi un tel débit? Tout simplement parce que cette norme elle est compatible avec l'affichage de la 8K, elle est aussi compatible avec l'affichage de la 4K à 60 images secondes, d'aller jusqu'à 120 images secondes, et puis tu l'as dit, de réduire énormément la latence. Donc c'était quelque chose d'important pour une nouvelle console de l'avoir. Et comme tu l'as dit, surtout, ils ont bien indiqué que le câble fourni avec la console serait de haute qualité. Ce ne serait pas le câble basique HDMI, c'est vraiment un câble que normalement tu devrais, à mon avis, payer plusieurs dizaines d'euros dans le commerce, et qui là, du coup, sera fourni avec la console. Donc c'est toujours un bon point d'avoir une expérience complète. On parlait tout à l'heure d'autres produits de Microsoft qui, des fois, ont peut-être des objets en plus à acheter. Bon, là, ce ne sera pas le cas. La console sera a priori complète. Par contre, un élément qu'on pourra peut-être acheter, et j'y viens juste après, c'est magnifique comme transition, c'est le dernier port qui est au dos de la console, c'est le port d'extension de stockage qui est là pour recevoir des SSD externes d'un format très particulier. Alors, est-ce que c'est un format qui existe déjà ou ça a été un format qui a été créé uniquement pour la Xbox? C'est un format qui est créé uniquement pour la Xbox en partenariat avec Seagate pour le moment. Microsoft ne ferme pas la porte à d'autres partenaires éventuellement.
mais pour l'instant, il a été développé avec Seagate. Pourquoi donc c'est un stockage propriétaire du coup, et qu'il faudra Donc, cher. acheter. Donc a priori cher, on n'a pas le prix, mais ce sera un SSD de 1 Teraoctet qui correspond. Alors pourquoi ils ont fait ça, Microsoft? En fait, c'est parce qu'il n'y a aucune connectique actuelle qui permette de suivre le débit que propose le SSD. Que propose le SSD interne de la Xbox, et donc le SSD externe qu'ils vendent qui permet d'avoir exactement le même débit et qui promet du coup aux développeurs que si tu développes un jeu qui tire parti à 100% du SSD, tu auras le même débit que ce soit dans le SSD externe ou le SSD interne, le cahier des charges est le même, quoi. Ouais. Donc techniquement, pour proposer un SSD externe, ils n'avaient pas le choix. C'était littéral. Enfin, je serais chez les premiers à les accuser d'avoir fait le mauvais choix si c'était le contraire, si c'était le cas contraire. Mais non, ils ont été vraiment obligés. Techniquement, ils n'avaient pas d'autre choix. L'USB 3.2 va pas assez vite. Le Thunderbolt 3, c'est une technologie Intel, ils peuvent pas l'intégrer dans la Xbox. Donc il n'y avait pas de solution autre que celle-ci. D'accord. Et on sait un petit peu, alors on sait ce que c'est comme connexion, ou bon, il n'y a pas d'intérêt finalement à savoir comment elle fonctionne? Non, c'est vraiment quelque chose de propriétaire. Ça doit être du PCI Express un peu dérivé, qui doit reprendre un peu ce que fait. En fait, ça reprend à peu près la connectique qu'ont les SSD internes, sauf que là, pour que ce soit un minimum user-friendly et que n'importe qui puisse l'utiliser, il faut quand même que la chose soit un peu encapsulée, de sorte que ce soit facilement manipulable, quoi. Donc ils ont montré, d'ailleurs, c'est très joliment fait. Il y a un petit capuchon plastique. Enfin, c'est quelque chose de très, très bien fait pour justement pour que ce soit facile à utiliser et que tu puisses prendre, si tu as envie, le SSD avec toi et l'emmener chez quelqu'un d'autre éventuellement. Bon, ça, D'accord. ce ne sera pas forcément, je pense, la fonction numéro 1 du truc. Mais, non, je suis pas sûr. En plus, si ça coûte un bras, je suis pas sûr que les gens aient envie de partir se balader avec ce SSD. Ou en plus, ils ont toute la sauvegarde dessus. Bon, j'imagine que le cloud va pouvoir quand même faire son office de backup, mais ce serait bête de perdre un tel engin. En tout cas, ensuite, ils ont détaillé vraiment très précisément les caractéristiques de la console. Alors, comme il y avait beaucoup d'éléments communs avec ce qu'on avait dit dans les épisodes précédents, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais surtout préciser qu'elle aura 1 Tera de stockage interne. Ça, c'est important à savoir. Oui. Donc, le SSD interne fait 1 Tera. Le SSD externe qu'ils vendront, il fera 1 Tera aussi. Donc, on pourrait avoir jusqu'à 2 Tera sur cette console pour le moment. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Ce qui n'est pas énorme, mais j'avais prévenu que c'est des SSD, quoi. Ça coûte très cher à Qui intégrer. coûte cher. Et un Tera en vrai, 1 Tera de SSD, si la Xbox coûte un truc genre 500 ou 600 euros, en vrai, ça va être quand même compliqué de justifier les 128 Go de stockage qu'on a dans nos Surface Laptop. Hein. Je veux pas dire, hein, mais comment ils font pour avoir... Complètement d'accord avec toi. Comment ils font pour mettre 1 Tera de stockage dans une console qui va coûter 600 balles et pas et foutre 128 Go de stockage dans une Surface Pro? Les technologies. Mais non, mais Cassim, t'as rien compris. Dans le Surface Laptop, ce qui est cher, c'est l'écran et le clavier surtout. Puis le petit Alcantara dessus. Bien sûr. Non, je rigole. Non, mais tu as raison. Voilà. C'est vrai que là, ils font quand même un sacré gros effort sur le stockage. En tout cas, sur la Xbox, ouais, voilà. Il y aura un lecteur Blu-ray, on l'avait déjà dit, 4K UHD. L'autre élément que je voulais préciser sur les caractéristiques techniques, c'était les 16 Go de RAM, mais ça, pareil, c'est quelque chose... On en a déjà parlé, ouais. C'est quelque chose qui intéressera surtout les développeurs, et nous, finalement, les jeux tourneront, peu importe, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'était les démonstrations qu'ils ont faites, puisqu'ils ont pu montrer 2 intérêts de SSD. Je pense qu'on pourra montrer des vidéos à l'écran. C'est les fonctions donc liées au SSD, c'est le fait de pouvoir reprendre rapidement un jeu et le fait de pouvoir démarrer rapidement, d'avoir des temps de chargement quasi instantanés. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont vraiment attendues et qui montrent vraiment ce que le SSD va avoir dans le ventre. Donc en fait, dans leur vidéo, c'est tout simple. Ils montrent une Xbox Series X en train de tourner, qui bascule entre plusieurs jeux. Alors plusieurs jeux de la Xbox One. Ils n'ont toujours pas annoncé beaucoup de jeux pour la Xbox Series X, donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais donc on le voit dans Forza Horizon, on le voit passer à Forza Motorsport, à Ori et compagnie, et basculer de l'un à l'autre vraiment en quelques secondes. Et c'est génial ça. Et vraiment, tu reprends là où tu en étais dans le jeu. C'est-à-dire, il interrompt Ori qui est en plein milieu d'un saut, il met pause, il va dans Forza, et Forza il est au milieu de son tournant, il revient, voilà. Là, comme ça peut paraître un peu bizarre, mais le cas d'usage, c'est vraiment si vous êtes plusieurs, par exemple, à utiliser la console, et que vous ne jouez pas forcément au même jeu. Par exemple, moi, je sais pas, je vais jouer à Forza et mon copain il joue à Ori.
on peut passer de l'un à l'autre très facilement. Sans, quand il me passe la manette, lui, il a fini de jouer à Ori. J'ai pas besoin de quitter son jeu, changer de session, recharger un jeu, recharger les menus, etc. On peut passer de l'un à l'autre en quelques secondes. C'est quand même beaucoup plus fluide. Alors, Cassim, je t'interromps parce que là, tu parles de quelque chose qui me questionne. Moi, je sais qu'actuellement, sur la One, on est obligé, si on a des jeux qui sont sauvegardés sur le cloud, par exemple, moi, Assassin's Creed, si j'ai quelqu'un qui a joué à la console avant moi, je suis obligé de me connecter, donc casser la connexion de la personne précédente. Et le jeu, alors, si moi, j'y avais déjà joué, je sais plus si j'ai la possibilité de faire un quick resume, mais non, même pas d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas la possibilité. Mais ça veut dire que je suis quand même obligé de changer de session. Et là, on n'est plus obligé de changer de session? Là, à l'intérieur, si toi, à l'intérieur de ta session, tu veux changer entre plusieurs jeux, tu peux. Oui, mais voilà, moi, c'est entre sessions ma question. Mais entre sessions, tu es obligé quand même si tu voulais, par exemple, passer d'Assassin's Creed d'une session à une autre, à mon avis, tu es obligé de resetter, entre guillemets, le jeu. Après, il se resettera très facilement, surtout si le jeu est bien développé pour la Xbox Series X. Oui. Grâce au SSD, ça se fera en quelques secondes. Mais ouais, c'est vraiment l'idée, et Microsoft fait ça de façon très brute, c'est qu'en quelques secondes, grâce au débit du SSD, ils sont capables de tout ce qui est dans la mémoire vive, donc qui est la mémoire volatile, ils le copient sur le SSD. Ça a une importance. Ça veut dire qu'en fait, alors déjà, ça veut dire qu'il y a quelques gigas du SSD qui sont réservés à cette fonction-là. A priori, à peu près 40 à 50 gigas. Oui. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette fonctionnalité-là, vu comment elle est implémentée, tu peux éteindre ta console, tu peux mettre à jour le système, tu peux même débrancher ta console pendant plus d'une semaine, et tu la rebranches, tu lances ta console, il est capable de reprendre tes 5 jeux en même temps, il est capable de les reprendre instantanément. Ouais. Un truc assez top, ça. La finition est assez incroyable sur ça. On sent qu'ils sont vraiment prêts. Après, ils ont présenté plein de trucs dans lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont juste confirmé la taille de 30 cm par 15 par 15 qu'on avait déjà calculé nous-mêmes, mais là, elle est confirmée et définitive pour la boîte en elle-même. Ce qui fera une petite console. Hein. Elle a une forme bizarre, quoi. Elle est compacte, le volume est petit, mais et le design interne est d'ailleurs très impressionnant. C'est une sorte de carte mère en sandwich entre plusieurs plaques pour que ce soit refroidi de façon parfaite avec un gros ventilateur. C'est vraiment une sorte de cheminée en fait, la Xbox en gros. Mais c'est pas bête au niveau refroidissement, c'est bien pensé parce que la chaleur, l'air chaud est moins dense, donc il monte automatiquement. Donc ton ventilateur va pouvoir plus facilement extraire la chaleur. Non, mais c'est très très bien pensé. Et quand tu regardes les vidéos qu'on fait justement Digital Foundry et le YouTuber dont j'ai toujours pas retrouvé le nom, tu vois qu'il est capable, il montre un moment, ils ont ouvert l'arrière de la Xbox, si tu veux, et ils sortent ce qu'il y a à l'intérieur, et ça se sort en un seul bloc, et ils peuvent démonter les choses de façon assez modulaire, et j'ai vraiment le sentiment que cette console est assez facilement réparable par un spécialiste, pas par nous, mais voilà, on sent une sorte de travail sur la pérennité de la chose et sur la durabilité du produit, quoi. Donc là, en fait, tu mets le doigt sur quelque chose qu'on a déjà vu arriver avec le Surface Book, le Surface Laptop 3, avec ce côté réparable ou au moins certaines pièces qui sont très facilement changeables, comme on avait vu le SSD sur le Surface Laptop 3. C'est plutôt bien, moi je trouve, comme évolution, alors qu'on avait les premières Surface Pro, c'était des blocs, tu pouvais rien changer dedans, quoi, à part enlever ta cover, et puis c'était fini, tu faisais rien. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, ça a l'air top. Et après, donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, Sony a présenté sa PlayStation 5. La Xbox sera plus puissante. On peut le dire maintenant. Et vraiment, elle a une puissance brute qui s'annonce très impressionnante. Le SSD est très rapide, processeur très rapide, carte graphique très rapide. On l'a dit plusieurs fois. Là où c'est encore plus impressionnant, c'est que derrière ce matériel-là, il y a aussi un logiciel qui a l'air très optimisé de la part de Microsoft. Cette console, elle est capable de gérer DirectML et des algorithmes d'intelligence artificielle. Elle est capable de gérer des choses comme le son 3D d'une nouvelle génération qui va augmenter l'immersion dans les jeux, et tout ça de façon très optimisée et de façon très propre. Et même sur l'intégration du SSD en lui-même, un SSD, c'est juste un élément de stockage.
Et Microsoft annonce toute une couche de logiciels par-dessus pour vraiment optimiser la façon dont les développeurs vont pouvoir jouer avec les textures. Je vous passe les détails, mais en gros, Microsoft, si vous deviez garder à l'esprit qu'un seul chiffre, ils disent que tout leur travail d'optimisation sur la vitesse de stockage du SSD, si on voulait un PC aussi rapide, avec un processeur aussi puissant que celui de la Xbox Series X, il faudrait un processeur à 13 cœurs, en fait. Ils sont capables d'économiser 5 cœurs du processeur avec leur optimisation, parce que, par exemple, sur la Xbox Series X, il y a une puce dédiée à encoder et décoder, compresser et décompresser, pardon, les fichiers de texture et les fichiers stockés sur le SSD. Du coup, le processeur n'a pas à le gérer. Bah, ça, c'est 5 cœurs d'économiser, en fait. Et enfin, c'est très, très impressionnant. Ils ont des algorithmes qu'ils n'ont pas encore détaillés qui sont assez impressionnants. Et tout ça, c'est une nouvelle API qui s'appelle Direct Storage et qui fait partie de la Xbox Series X, mais qui arrivera dans Windows 10 aussi, que les développeurs pourront utiliser pour Windows. Donc c'est vraiment impressionnant. Ils ont fait des démonstrations aussi de ray tracing. On a vu un comparatif de Minecraft avec ou sans ray tracing. Voilà, après je vais m'arrêter là. Minecraft, il y a des petits carrés, c'est tout. C'était... je pense que c'était une petite démonstration. Ils ont aussi montré que Gears 5, en quelques semaines, ils ont littéralement pris Gears 5 de la version Xbox One. Ils l'ont mis sur la Xbox Series X. Ils ont travaillé 2-3 semaines dessus. Et la version qu'ils ont obtenue tournait en 4K à 60 images secondes avec les graphismes réglés en ultra et des détails graphiques supplémentaires par rapport à la version ultra de la version PC. Donc, et ça en quelques semaines de travail, même pas. Et ils veulent être capables de tourner à 120 images secondes pour le mode multijoueur au lancement de la console. Donc, on voit que ils ont un peu lâché les chevaux sur la puissance de la console, quoi. Ils veulent que ça marche, quoi. Là, ils se sont donné les moyens d'avoir quelque chose de bon. Tout à fait. Et même la manette, il y a vraiment eu une attention au détail de part en part. Par exemple, la manette, ils annoncent, on parlait de la latence tout à l'heure pour le câble HDMI, la manette aussi a été retravaillée. Elle n'a pas des technologies incroyables de nouveau. Elle ne fait pas des choses incroyables. Il y a le petit bouton partage en plus, c'est tout. Il y a le bouton partage, il y a des grips au niveau des gâchettes, le nouveau pad des poignées, directionnel. Pas des gâchettes, des poignées. Non, des gâchettes, vraiment. C'est-à-dire que c'est texturé, quoi. Le bouton RB et LB. Moi, j'avais compris que c'était cette partie de la manette qui était grippée aussi. Non, c'est vraiment... je suis con, je le montre à l'écran alors que j'ai pas de webcam. C'est vraiment comme c'est la manette Elite qui avait déjà ça. Donc ils ont repris ça pour la mettre sur la manette classique. Et elle passe à l'USB type C aussi, ce qui est toujours intéressant. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment travaillé la latence. Ils annoncent en fait qu'ils sont capables d'envoyer les informations de la manette à la console. C'est très détaillé sur leur blog, c'est très passionnant. Mais ils annoncent qu'ils sont capables d'envoyer les informations de la manette à la console avant que le jeu ne le demande. Ils anticipent, ce qui fait qu'il y a vraiment une latence quasiment nulle en fait entre la manette et la console, malgré le fait qu'elles travaillent en sans fil. Et le fait qu'il y ait encore de la HDMI aussi qui aide pour l'affichage à l'écran pour être avec encore moins de latence. Et le fait qu'il y ait encore un petit peu de latence, c'est juste le fait que pour pas vider la batterie instantanément, elle est obligée d'avoir quand même une sorte de taux d'envoi de réponse qui n'est pas permanent. Et il précise quand même, c'est là où tu vois le détail, quoi. Il précise que si tu la mets en câblé, donc si tu veux jouer en filaire, à ce moment-là, par contre, elle se met à envoyer en permanence le flux à la console en temps réel. Et il y a littéralement plus de latence entre tes appuis de touche et la réaction du jeu, quoi. D'accord. Donc, après nous, je sais, moi qui suis pas forcément le meilleur joueur du monde, je pense pas que je verrai beaucoup de différence. Moi, la latence, ça m'a jamais marqué quand je joue à un jeu sur Xbox. Non, mais je pense que des gros joueurs, peut-être c'est le genre de détail qui peut leur faire préférer soit une plateforme, soit une autre. Donc là, dans tous les cas, ils évitent de se mettre des gens à dos. Donc, je trouve ça bien qu'ils on voit qu'ils mettent vraiment tous leurs efforts pour faire quelque chose de très propre, quoi.
Pour faire une super console. Bon, et puis Castim, donc tu parlais de manette, et puis je vais en profiter quand même, tu m'offres la transition, je pense qu'on va laisser la Xbox, comme ça on en reparlera sûrement la semaine prochaine ou dans 15 jours, pour vous annoncer qu'il y a régulièrement des promos sur les manettes de Xbox One, donc pas les futures manettes, les manettes actuelles, et qui vous seront pouvez les compatibles. trouver qui seront compatibles, tout à fait, parce que tout le matériel, on l'a déjà dit l'autre fois, mais tout le matériel qui existe déjà pour Xbox One est compatible avec le matériel de la Xbox Series X. Et donc là, c'était pour vous dire que les manettes étaient régulièrement en promotion. Donc souvent, ce sont les noires, fournies avec un câble USB, micro USB. Et donc, vous pouvez les avoir pour moins de 40 €. Je crois que c'est 33 ou 34 €, un truc comme ça. C'est ça, si je ouais. dis pas de bêtises. Souvent, en tout cas, elles sont en promotion autour de ce prix-là, entre 30 et 40 €, au lieu des 60 € officiels que tu es censé payer. 45. Après, la noire toute bête, je crois qu'elle est à 45 en prix officiel. D'accord, Si je dis pas de il me bêtises. semblait qu'elle était à 60. Mais non, et puis Non, en ça plus, c'est quand tu les prends colorées un peu originales. d'accord. La blanche et la noire sont les moins chères. Mais en plus, un dernier point, on parlait il y a 2 secondes de la compatibilité avec la prochaine Xbox. La manette sera mise à jour au lancement de la Xbox. Ils ont annoncé la manette de la Xbox One sera mise à jour, le firmware, pour réduire la latence. Donc même ça, tu vois, ils y vont même sur ce point-là, quoi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Cassim. Donc vraiment un gros boulot de la part de Microsoft. Pour terminer, moi je vous propose, et notamment à Cassim, je vous propose de parler alors du xCloud, parce qu'on a eu quelques informations, notamment l'interface de xCloud sur ordinateur. Donc Cassim, à toi la parole, parce que moi je n'ai pas pu tester xCloud. J'ai pu voir quelques images, mais pas plus. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ce xCloud sur Windows 10? Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, c'est juste que les tests ont commencé chez Microsoft en interne et qu'on a pu voir des captures d'écran de l'interface. Donc c'est une application sur Windows 10 qui permet d'accéder à la liste des jeux compatibles xCloud qui sont déjà proposés. Donc il y a du Plague Tale, il y a pas mal de jeux quand même, il y a Forza Horizon et compagnie. Et c'est vraiment l'interface bête et méchante, c'est un portage de l'interface mobile. Tu as ton catalogue de jeux façon Netflix, tu cliques dessus, tu peux le lancer. Et il se lance instantanément, puisque c'est depuis le cloud ou en tout cas en quelques minutes, sans une installation préalable. Le point qu'on peut préciser quand même, c'est le fait que pour le moment, en interne, le flux est streamé en 720p, ce qui peut paraître un peu chiche pour des PC, puisque souvent les écrans ils sont quand même au moins en 1080p sur nos PC de bureau. Donc c'est une définition assez amoindrie. Par contre, en interne, il y a déjà une note pour dire que plus tard, il y aura une version 1080p qui arrivera en interne. On imagine que très rapidement, il devrait y avoir aussi une version publique sur Windows 10. On rappelle que xCloud est censé sortir, alors déjà, il est censé sortir bientôt en France, et Oui. au-delà de ça, il est censé sortir bientôt tout court en version définitive d'ici la fin de l'année. Donc on est déjà en mars, il est temps d'avancer. C'est ça, mais bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est venu freiner un petit peu le travail de Microsoft. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi non plus, je vois pas du tout de quoi je parle. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour de cette actualité Microsoft. Donc, du travail sur Windows avec peut-être une nouvelle interface qui arriverait. Et ensuite, toutes ces informations autour du jeu vidéo entre la réalité virtuelle et puis cette Xbox Series X qui, je trouve, quand même, envoie du lourd. Elle fait vraiment envie. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Merci beaucoup, Florian, d'avoir été là, même si je sais que la Xbox n'est pas ton domaine que tu préfères. C'est intéressant comment ça marche en interne quand même. Après, jouer avec, ça m'intéresse moins en fait. Oui, t'es pas trop joueur. Mais c'est des nouveautés qui arriveront sur PC. C'est ça, c'est ça. Merci, Cassim, d'avoir été présent également. Merci à toi et merci C'était cool, c'était un nouvel épisode bien sympa à enregistrer, quoi. Ça fait plaisir qu'on parle de gros trucs grand public et pas de Azure ou de Office. C'est ça, ou d'autres choses plus désagréables. Non, je sais pas du tout oui, de quoi je veux parler. de l'ambiance, quoi. Toujours, c'est ça, on se change les idées avec des choses peut-être un peu plus futiles, mais tellement plus conviviales actuellement. Voilà. D'ailleurs, je dois te laisser, je dois aller m'occuper de mon île dans Animal Crossing. Ah, pardon. Ça y est, t'as réussi à le passer celui-là. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne normalement rendez-vous la semaine prochaine. On aura sûrement un petit peu d'actu, au moins de quoi nous changer les idées. Il n'y a pas une conférence la semaine prochaine déjà ?
Peut-être. Non, c'est pas en public, on verra. Mais on aura le temps d'en parler la semaine prochaine. D'accord. C'est ça, justement. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode ou tous les autres épisodes d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux. Laissez-nous des petits commentaires parce qu'il n'y a pas grand-chose en commentaire ces temps-ci. Ça serait bien de savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà, quels sont vos avis par rapport aux différentes annonces dont on a pu parler. Donc je compte sur vous pour être nombreux à laisser des commentaires soit sur la page YouTube de l'épisode 178 ou bien sur la page du site Lifestyle de l'épisode également 178. Allez, je vous laisse vaquer à vos occupations. Soyez forts, soyez courageux, tout va bien se passer pour la suite. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut.